Conseil des ministres ce matin, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes à l'ordre du jour. 9 personnes libérées sur les 15 prises en otage au consulat de Turquie à Cologne. Des extrémistes turcs de gauche exigent la libération de communistes en Turquie. Les résultats des élections partielles aux États-Unis, perte limitée pour le Parti républicain. Le président Reagan se dit très satisfait. Football, match retour des Coupes d'Europe pour 3 clubs français. Saint-Étienne écrasé par les Bohemians de Prague, 4-0. Le sort de Paris et Paris Saint-Germain et de Bordeaux se joue en ce moment. Madame, Monsieur, bonsoir. Beaucoup d'hommes ce matin autour d'une grande table ovale, beaucoup d'hommes et quelques femmes aussi pour l'examen d'un projet de loi portant sur l'égalité des droits professionnels des femmes et des hommes. Le Conseil des ministres a en effet entériné le projet proposé par le ministre des Droits de la Femme, Madame Yvette Roudy, un projet qui, 10 ans tout juste après l'adoption d'une loi sur l'égalité des rémunérations entre personnes de sexe opposé, prouve bien par son existence même qu'il reste beaucoup de choses à faire pour assurer l'égalité des chances et des traitements dans le monde du travail. Avant d'examiner le détail du projet de Madame Roudy, un exemple de la discrimination qu'elle veut combattre et qui concerne en France quelques 6 millions de femmes. Un exemple qu'Isabelle Beuchler est allée chercher à Saint-Nazaire, un exemple qui prend racine bien sûr dans les mentalités dès l'école. Depuis que la section est créée, depuis 4 ans, au niveau des recrutements, on n'a que des garçons. On essaye, pourtant, on est allé plusieurs fois dans les CES, expliquer ce qu'était que la profession de soudeur. C'est une profession très vaste, qui fait appel à des tas de techniques particulières et qui est absolument abordable aussi bien par les femmes que par les hommes. Il est reconnu que les femmes ont une dextérité, une finesse de geste plus importante que les hommes. Apparemment, pour certaines techniques, il est vrai qu'elles rempliraient sûrement très bien leur rôle, quoi. L'emploi se gâte pour les femmes dans la région de Saint-Nazaire. Même à l'aérospatiale, il n'y a presque plus de femmes dans les ateliers. Et quand une entreprise se monte, comme la FAMAT qui va fabriquer des pièces sophistiquées pour des turbines, on annonce qu'il n'y aura pas de poste de soudeuse, faute de femmes formées pour cela, et parce que, bien sûr, il y a des hommes soudeurs au chômage. Le directeur nous a reçus et quand nous lui avons posé la question de l'embauche, s'ils allaient embaucher des femmes et dans quelle proportion sur ces 593 emplois supposés, il nous a répondu qu'il en embaucherait certainement une trentaine. Dans quelle catégorie? Eh bien, les catégories très classiques, le standard, les bureaux et puis quelques-unes pour l'ordinateur de façon, on pense à faire les bulletins de salaire, ces choses-là, quoi. Donc seulement des emplois tertiaires et rien dans les ateliers? Seulement, et absolument rien dans les ateliers, rien n'était prévu pour les femmes. À ce moment-là, nous avons été confrontés au problème de la formation féminine au niveau de Saint-Nazaire tout au moins. Or, il n'y avait pas de femmes qui avaient une expérience à la matière? Absolument pas. Quand des femmes ou des jeunes filles réclament une formation au soudage, c'est très difficile. On les décourage, que ce soit pour des adultes ou des jeunes femmes entre 16 et 18 ans. Question de mentalité sans doute, ou problème sociologique. Parce qu'ils n'admettent pas qu'il y ait des femmes qui fassent de la soudure, c'est surtout ça aussi. Pourquoi? Parce qu'ils voient plutôt la femme faire de la vente, de la couture, des trucs comme ça. Vraiment, la soudure pour eux, pour les hommes. Il m'a proposé d'autres stages à faire, en me disant que le stage ne se ferait pas, qu'il n'y avait rien à faire, c'était pas la peine, il n'y avait rien. Puis il a essayé de me faire changer d'avis, ça. Finalement, les pressions des femmes de l'UFF ont permis de mettre sur pied une formation de soudage pour certaines femmes. Mais les entreprises de la région les emploieront-elles pour autant? Rien n'est moins sûr, car à l'heure où des femmes sont pilotes de ligne ou conductrices d'autobus, des emplois industriels qui correspondent pourtant à leur qualité sont toujours fermés. Le projet de loi adopté ce matin et qui sera soumis en décembre à l'Assemblée nationale s'articule autour d'un principe fondamental, la non-discrimination professionnelle entre hommes et femmes. Le détail avec Bernard Pradino et les explications de Madame Roudy. Principe général du texte de loi, pas de discrimination entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. À cet effet, 15 mesures seront inscrites dans le Code du travail. Parmi celles-ci, interdiction de faire mention du sexe d'une personne dans une offre d'emploi, sauf cas précis, nourrice, mannequin, comédienne.
Plus de licenciements pour motif légitime, c'est-à-dire plus d'arguments d'inadaptation en raison du sexe. Mesure valable pour la promotion, l'embauche, la formation. Pas de sexisme dans les conventions collectives. Dans un litige fondé sur le sexisme, un syndicat pourra se porter partie civile. Chaque année, dans l'entreprise, rédaction d'un rapport sur l'état de la situation de l'emploi des hommes et des femmes, d'où un plan d'égalité professionnelle. Instrument de la loi, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, sous la direction du ministère des droits de la femme, il veillera à l'application de la loi. La loi est indispensable. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Encore faut-il qu'elle soit tout à fait complète et qu'on puisse l'utiliser, parce que j'ai vu trop de lois dont on ne pouvait rien tirer. Celle-ci comporte des instruments d'application, j'y ai veillé. À partir de là, il faut que les femmes s'en emparent. Il faut qu'elles l'utilisent. Donc il faut aussi faire un travail d'information. C'est pour cela que j'ai lancé en même temps une campagne d'information sur les inégalités professionnelles, de façon à ce que l'opinion puisse vraiment situer le contexte dans le cadre duquel cette loi va arriver. C'est indispensable. Et les inégalités dont sont victimes les femmes dans la vie professionnelle, est-ce que c'est concret pour vous? Alors, elles le sont, je sais, quelquefois mal connues. Mais je vous citerai 2 ou 3 chiffres. Lorsqu'on sait que les femmes maintenant travaillent à 45%, mais que lorsqu'il s'agit par exemple des chances de formation à l'intérieur d'une entreprise, elles n'ont que 28% des places dans la formation, ce qui est vraiment alors une discrimination énorme. Sur 300 métiers, on leur en offre 30 à peu près. Pour ce qui est du chômage, en revanche, alors là, elles sont très largement majoritaires. Donc, vous voyez, au travers de ces 2-3 chiffres, qu'il y a des discriminations flagrantes. Et pour les réduire, il faut attaquer sur tous les terrains. Autre décision prise ce matin en Conseil des ministres, une décision qui touche à l'audiovisuel et aux télécommunications. Un programme d'équipement de réseaux câblés à l'échelle nationale va être lancé. Il s'étalera sur une trentaine d'années. Son premier objectif, l'installation d'ici 85 de près d'1,5 million de prises de raccordement. Le câble est un système qui fonctionne déjà à très grande échelle aux États-Unis et aussi dans un certain nombre de pays européens. Une expérience pilote en France, celle de Hayange en Moselle, Jacques Violet. Ce câble n'est pas un câble électrique ni le téléphone que ces ouvriers posent ici. Non, ce câble transporte des images de télévision. Ici à Hayange en Moselle, une ville de 20 000 habitants, TDF, la société qui diffuse les images de télévision en France, a posé 200 km de câbles destinés à 6 000 foyers. Posé soit en aérien ou enterré en zone urbaine, ce câble, pour le téléspectateur, c'est d'abord une très grande amélioration. Une plus grande sécurité dans l'image, une image plus nette, plus belle, et puis en plus une diversité de programmes beaucoup plus grande. J'ai donc les 3 chaînes françaises, RTL, 2 chaînes belges et les 3 chaînes allemandes. Les réseaux câblés, c'est un peu la télévision de l'abondance. Le câble est un support qui nous permet d'acheminer les programmes de télévision et de radiomodulation de fréquence dans des localités comme celle d'Hayange. Et ici même, on a la possibilité d'amener 15 programmes aux téléspectateurs. Ces 15 programmes sont reçus, captés par ces antennes et cette station. Ils sont ensuite traités, convertis et amplifiés pour améliorer la qualité. En dehors des programmes publics, une station peut aussi recevoir et diffuser des programmes locaux. Et l'image arrive ainsi chez le téléspectateur abonné, par ce fameux câble, comme l'eau ou l'électricité, avec une qualité d'image et une sécurité accrue. Une maison plus belle sans antenne, hein. C'est tout, mais moi l'image, vous pouvez rentrer à la maison, vous verrez. Elle est impeccable, mon image. L'aspect économique du câble n'est pas négligeable. Les études ont démontré que le raccordement de 1 million de foyers par an pourrait créer 15 à 20 000 emplois nouveaux. Les réseaux câblés, c'est aussi la possibilité offerte aux municipalités et aux associations de diffuser des programmes locaux. L'implantation du câble en France ne se fera pas sans les collectivités locales.
Le Premier ministre Pierre Mauroy s'apprête à faire demain une déclaration sur la politique salariale de son gouvernement, une déclaration qui aura l'allure d'une réponse à la grogne syndicale et qui portera sans doute aussi sur la politique économique et sociale du gouvernement dans son ensemble en cette période de déblocage. Déjà aujourd'hui, à l'Assemblée nationale où il répondait aux questions d'actualité, le Premier ministre a précisé la position du gouvernement en ce qui concerne l'évolution du SMIC. À l'heure actuelle, le pouvoir d'achat du SMIC a déjà augmenté de 2,2% et il progressera encore d'ici la fin de l'année. Je tiens à le préciser. Cette progression doit-elle permettre une hausse du pouvoir d'achat de 4% comme nous l'avions prévu? C'est la question posée. Il faut naturellement prendre en compte les résultats du blocage et la baisse de l'inflation, mais aussi il faut prendre garde de ne pas écraser les hiérarchies intermédiaires. Plusieurs syndicalistes ont attiré l'attention du gouvernement sur ce point et nous y sommes effectivement sensibles. Le nombre des bénéficiaires du salaire minimum de croissance a presque doublé depuis 18 mois. C'est pourquoi, tout en continuant à assurer l'augmentation du pouvoir d'achat de cette catégorie, nous souhaitons que les partenaires sociaux, par des négociations collectives, mettent en place une véritable politique des bas salaires. Les négociations salariales dans la fonction publique ont repris aujourd'hui entre les syndicats et le ministre Anicet Pors qui propose pour 83 une augmentation des traitements de 8% au total. Une nouvelle réunion est déjà fixée au 10 novembre. Pour ce qui est du secteur privé, où bien peu d'accords ont été signés, les négociations se poursuivent selon les branches, mais dans la réalité quotidienne, les entreprises qui viennent pendant 4 mois de vivre sous un régime de blocage des prix et des salaires doivent maintenant s'adapter à un régime de liberté surveillée. Ce sera le thème demain, dans Antenne de Midi, d'une série d'enquêtes effectuées dans une ville test, la ville de Tours. Le ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors, sera l'invité de ce journal. Voyons déjà ce soir comment, à Tours, une entreprise moyenne, une entreprise de robinetterie, a réagi au blocage et maintenant au déblocage. Laurent Carenzo. Au bout de l'allée qui porte le nom de son activité, la robinetterie Sourdillon, leader français des brûleurs et robinets à gaz. Votre cuisinière en est certainement équipée. Cette PME tourangelle traverse la crise avec réalisme et dynamisme. 70% de son chiffre d'affaires à l'exportation, elle vend aussi bien aux pays de l'Est, au Japon, au Brésil qu'aux États-Unis. Un petit fleuron qui a même embauché 50 personnes cette année pour un effectif total de 600. Le blocage des prix et des salaires ne l'a pas vraiment arrangé. La direction n'a pu répercuter les charges nouvelles et les salariés ont vu leur accord maison suspendu par le gel des rémunérations. Bref, 4 mois de tunnel. Je voulais vous montrer le tableau que nous avons fait qui est l'indice du coût de la main-d'œuvre, où vous pouvez voir les points noirs qui reflètent cet indice. Voilà la situation en 81, et à partir de janvier 82, la courbe en bleu, c'est l'incidence qui s'est étalée sur 3 ou 4 mois de la 5e semaine et de la 39e heure. Et nous sommes maintenant sur cette courbe-ci. Ce qui veut dire que le blocage est intervenu au moment où vous étiez en train de le répercuter. Voilà, le blocage est intervenu à cet indice-là, au moment où nous le répercutions dans nos formules de révision, et voilà notre problème, c'est cette différence de coût qui n'a pas été répercutée dans nos prix. Ça représente quel pourcentage? 6%. Et la dévaluation, ça La dévaluation ne nous a pas aidés parce qu'elle a eu des effets pervers. Elle a augmenté un certain nombre de charges, en particulier les matières premières que vous connaissez, l'énergie, etc. Et nous n'avons absolument pas profité de cet effet dans nos prix de vente en 82. Vous n'avez pas réussi à gagner un petit peu d'argent, au moins avoir une bouffée d'oxygène avec le blocage des salaires? Eh bien, comme je vous l'ai montré, le blocage de nos prix de vente nous a fait un effet négatif très supérieur à l'effet positif du blocage des salaires. Chez Sourdillon, le blocage des salaires, en gros, s'est traduit par une baisse du pouvoir d'achat de 4% parmi le personnel au 1er septembre. Et puis la non-application de l'accord qu'on avait eu aux grèves, puisque nous avons fait environ 10 jours de grève en février, ce qui a d'ailleurs pesé lourd sur le budget du personnel à l'époque. Et puis, je vous dis, on n'a pas pu se permettre d'appliquer cet accord, quoi. C'est le gouvernement et non pas le directeur de l'entreprise qui a bloqué l'application de votre accord. Oui, bien sûr. Nous, on pense que c'est une erreur économique, compte tenu que c'est un gouvernement de gauche
Et nous, on pensait que le gouvernement de gauche favoriserait d'abord les plus bas salaires, et au lieu de favoriser le patronat. Vous avez le sentiment que là, c'est le patronat qui est favorisé avec le blocage des salaires? Bah, bien sûr. Parce que, disons que pendant le blocage des prix, bon, il n'a toujours pas appliqué l'augmentation des salaires. Le bout du tunnel, c'est certes le déblocage. Mais salariés et patrons pensent que les mauvaises surprises ne sont pas finies. Sourdillon, PME tournée vers l'extérieur, sait mieux que personne que la crise économique n'est pas une exclusivité française. On est maintenant fixé sur l'augmentation de la cotisation à l'assurance chômage et sur sa répartition. La cotisation à l'UNEDIC va être augmentée de 1,2 point, dont 0,72 à la charge des employeurs et 0,48 à la charge des salariés, et ce à partir du 1er novembre. Le décret, dont le Premier ministre parlera sûrement demain, doit être publié vendredi au journal officiel. Avis aux automobilistes, la vignette 83 est arrivée, elle est déjà disponible dans les recettes des impôts. Vous pourrez l'acheter dans les bureaux de tabac à partir du 10 novembre et jusqu'au 10 décembre. Une bonne nouvelle en ce qui concerne le prix de l'essence. Après les compagnies Esso et Shell, BP décide à son tour de baisser de 7 centimes, c'est toujours ça, le prix du litre d'essence et de super dans son réseau en self-service. En revanche, les compagnies françaises Elf et Total s'y refusent. Un mot de politique avec les divisions que les séquelles de la guerre d'Algérie continuent d'entretenir au sein du Parti socialiste, et cette fois entre députés et sénateurs. Alors qu'à l'Assemblée nationale, vous le savez, les députés socialistes, poussés par leur bureau exécutif, se sont opposés au texte du gouvernement qui prévoit l'amnistie pour les officiers généraux, les sénateurs socialistes se sont déclarés, eux, favorables au projet, cher, vous le savez, au chef de l'État. Politique encore avec un sondage que publiera demain Paris Match, un sondage qui montre que la popularité du président Mitterrand reste stable, 52% des Français en sont contents. En revanche, la cote de son Premier ministre est en baisse, les opinions tombent de 46 à 42%, les opinions favorables, et pour la première fois, la balance est négative pour M. Monroy dans ce sondage. Dans une autre partie du même sondage, on constate que pour 65% des Français, le chômage reste la préoccupation numéro 1. Le fait du jour à l'étranger est une nouvelle prise d'otage en terrain diplomatique. À Cologne, en Allemagne fédérale, le consulat de Turquie a été envahi par un groupe nombreux d'extrémistes turcs de gauche qui ont pris en otage 15 personnes en fin de matinée. Ils viennent d'en libérer une dizaine, mais les négociations exigées des autorités turques pour obtenir la libération d'opposants en Turquie même, les négociations n'ont toujours pas commencé. Sur place, en turc sur la façade du consulat de Cologne. Elle condamne le régime d'Ankara. La prise d'otage est signée de la manière la plus claire possible. Le groupe qui a pris d'assaut vers 11 h la délégation turque se dit révolutionnaire et marxiste-léniniste. Sa revendication, obtenir la libération de Kurdes actuellement en prison en Turquie. À cette fin, un contact direct et précis est exigé avec des diplomates turcs en poste en Allemagne fédérale. Parmi les otages, tous les employés du consulat et notamment le consul. En début d'après-midi, 35 non-diplomates ont été libérés, parmi eux quelques blessés. C'est ce que nous confirme ce policier qui précise néanmoins qu'il n'y a pas eu de blessures par balle, mais plutôt des évanouissements et des accidents cardiaques. Une affaire entre Turcs donc, sur le territoire qui regroupe la plus importante colonie turque à l'étranger. La prolongation par la violence et sur la scène internationale de la lutte d'un groupe de la gauche turque contre le régime militaire d'Ankara. On ne s'attend pas à un dénouement rapide de cette affaire. À l'aide d'un téléphone direct, de longues négociations ont commencé. Journalistes et policiers se préparent à une nuit sans sommeil. Un référendum sur la nouvelle constitution doit avoir lieu en Turquie dimanche prochain. Un référendum au sens étroit où l'entend le régime militaire, puisque l'opposition est complètement réduite au silence, Maurice Werther. L'image de la Turquie d'aujourd'hui est celle d'un pays régi par la loi martiale, avec couvre-feu toutes les nuits, où les libertés politiques sont à peu près nulles et où les procès politiques se multiplient. Ici, ce sont des syndicalistes. Tous les syndicats sont interdits, les formations politiques de gauche ont vu leurs militants arrêtés, souvent torturés et jugés par les tribunaux militaires. Les formations d'extrême droite ne sont guère plus favorisées, bon nombre de leurs leaders ont été aussi sévèrement condamnés. Quant au prochain référendum sur la nouvelle constitution, qui maintient au pouvoir pour un minimum de 7 ans la junte dirigée par le général Evren, seule la propagande officielle aura droit de s'exprimer. L'opposition turque est réduite au silence.
De toute façon, les partis sont dissous, ainsi que les syndicats, le droit de réunion est suspendu et la liberté de la presse n'existe pas. Quant aux hommes politiques appartenant aux partis dissous, il leur est interdit d'avoir quelque activité que ce soit pendant 10 ans, qu'il s'agisse de M. Etchevit, l'ancien chef du gouvernement social-démocrate, ou celui qui dirigeait le parti de droite, M. Demirel. M. Etchevit a déjà fait 3 brefs séjours en prison pour avoir critiqué publiquement la junte militaire. Au total, depuis que la junte a pris le pouvoir le 12 septembre 1980, plus de 30 000 personnes ont été internées pour des raisons politiques. Plus de 100 condamnations à mort ont été prononcées, dont 26 confirmées par la Cour suprême de Turquie et 21 exécutées. Avant que l'armée prenne le pouvoir, il y a un peu plus de 2 ans, il faut reconnaître que la Turquie sombrait dans l'anarchie au point que l'on comptait une trentaine de morts par jour à la suite d'attentats politiques. C'était pratiquement la guerre civile. Aujourd'hui, l'ordre règne, mais se calme. Les Turcs le payent au prix fort sur le plan politique. Un coup de règle sur les doigts, mais pas un coup de bâton sur la tête. Tel est en substance aux États-Unis pour le président Reagan et son parti, le Parti républicain, le bilan des consultations électorales d'hier. Comme on s'y attendait, le Parti républicain perd du terrain au bénéfice des démocrates, mais la sanction des électeurs à l'encontre de la politique économique de Washington est moins sévère qu'on pouvait s'y attendre. Le Parti républicain garde, et c'est important pour la mise en œuvre de sa politique, la majorité au Sénat. Le président Reagan s'est déclaré ce soir très satisfait des résultats et de celui-là en particulier. De Washington, Édouard Laure. 26 sièges supplémentaires pour les démocrates à la Chambre des représentants, un Sénat qui n'a pas bougé, des chiffres qui ce matin à Washington ont de quoi satisfaire aussi bien les républicains que les démocrates. Les républicains tout d'abord parce qu'ils gardent la majorité au Sénat, alors qu'hier soir, d'après les premières estimations, ils étaient à 2 doigts de la perdre, que finalement, les 26 sièges qu'ils cèdent à l'opposition se situent dans une moyenne assez normale pour des élections à mi-chemin des présidentielles. Cela dit, les républicains ont tout de même de quoi être un peu déçus ce matin, compte tenu de l'engagement personnel de Ronald Reagan dans toute cette campagne électorale. Pour ce qui est des démocrates, il est évident que gagner 26 sièges, c'est un score très honorable. Pourtant, là aussi, derrière les déclarations de victoire, il doit y avoir une petite déception, car hier soir, les 3 chaînes de télévision leur donnaient 34 sièges supplémentaires, ce qui est considérable. Bref, si vous voulez, l'échiquier politique va relativement peu changer. Disons que Ronald Reagan disposera d'un peu moins de liberté au Congrès qu'il n'en a eu ces 2 dernières années, et qu'il devra, c'est certain, faire quelques concessions. En tout cas, son programme économique n'est pas sérieusement menacé. Et contrairement à ce qu'on a pu penser, ces 11 millions de chômeurs, argument essentiel de la campagne de l'opposition, n'ont pas réellement joué le rôle qu'on leur prévoyait. Dernier élément, on a aussi beaucoup dit que cette élection de 82 serait un test pour celle de 84, les présidentielles. Edward Kennedy se trouve brillamment réélu sénateur avec un très beau score. Hier soir, il n'a rien voulu dire sur ses intentions, mais personne ne peut exclure un duel Kennedy-Ronald Reagan. D'autant plus que du côté des républicains, le président reste plus que jamais aujourd'hui le numéro 1, sans véritable concurrent, et que les 2 années à venir ne pourront que le confirmer dans sa maîtrise des moyens de communication. Et l'on sait déjà, d'après un premier sondage publié ce matin, que Ronald Reagan sortira vainqueur en 84 face à Edward Kennedy. Tradition oblige, c'est en grande pompe et avec le sens du cérémonial que l'on connaît aux Britanniques que la reine Elisabeth a prononcé aujourd'hui le discours du trône. Un discours toujours écrit par le Premier ministre et qui annonce les grandes lignes de l'action du gouvernement en même temps qu'il signifie le début de la saison parlementaire. Ceinte d'une couronne de près d'1,5 kg, la reine a affirmé la fermeté de la politique britannique vis-à-vis des Malouines, la préoccupation du gouvernement devant la montée du chômage, mais aussi la priorité laissée à la politique monétariste chère à Mme Thatcher. En ce qui concerne les problèmes européens, le gouvernement britannique entend rechercher une solution juste au problème du budget communautaire qui continue de tendre les relations entre les partenaires européens. On le verra demain à Paris à l'occasion d'un nouveau sommet franco-britannique, un sommet qui s'annonce difficile, d'autant plus que les Anglais continuent de freiner leurs importations de volailles, d'œufs et de lait français. Le ministre de l'Agriculture, Mme Cresson, a fermement condamné cet après-midi ces mesures qualifiées de protectionnistes.
Jean-Paul II est fatigué. Au 4e jour de sa visite en Espagne, le pape accuse une lassitude que la lourdeur de son programme jusqu'ici explique en partie. Après un rappel particulièrement ferme hier soir des valeurs chrétiennes et donc un désaveu complet des options de la majorité socialiste en matière de divorce et d'avortement, deux dossiers qui restent politiquement très épineux en Espagne, le pape aujourd'hui s'est adressé plus spécifiquement aux jeunes. Lorraine Cusin. Plus de 600 000 jeunes venus de toute l'Espagne pour rencontrer Jean-Paul II au cri de Viva el Papa. Le stade Santiago Bernabéu où s'est jouée la finale du mondial est archi-comble ce soir. Il ne peut accueillir que 150 000 personnes. Des écrans géants ont été disposés tout autour à l'extérieur pour permettre aux autres de suivre la soirée. Le pape avait animé une veillée de ce genre pour la première fois au Parc des Princes à Paris en juin 80. Depuis, il a toujours renouvelé l'expérience avec succès. Les jeunes Espagnols sont nettement plus mobilisés par l'Église qu'en France. Un enfant sur 4 est sous l'influence du clergé. Les écoles confessionnelles sont très nombreuses. Les ordres religieux animent une multitude de mouvements de jeunes, comme les scouts par exemple. L'Opus Dei est très présent aussi auprès de la jeunesse. Dans son message ce soir, Jean-Paul II a dégagé une idée force, comme au Parc des Princes. La permissivité morale ne rend pas les gens heureux, la société de consommation non plus. Il a ensuite exhorté les jeunes à affirmer leur identité de disciples du Christ en aspirant à une société plus juste et plus humaine. L'image fait froid dans le dos. Une fusée tactique, une fusée Pershing américaine menace d'exploser parce que le camion qui la transportait est entré en collision avec une voiture. Cela s'est passé hier soir en Allemagne fédérale, dans la région de Karlsruhe, et tout un village en reste paralysé. Georges Leclerc. Dans cet amas de ferraille tordu se trouve en effet une fusée. Et pas n'importe quelle fusée, il s'agit donc d'un missile atomique américain, le Pershing, un de ceux qui aujourd'hui déterminent l'équilibre de la terreur de part et d'autre du rideau de fer. Nous sommes en Allemagne, effectivement, près de Karlsruhe, et un camion transportant ce Pershing est entré en collision avec une voiture particulière. Un mort, le conducteur du camion, mais aussi une ville évacuée. Selon un procureur de la République, le missile ne portait pas de bombe nucléaire. En revanche, le carburant de la fusée, estimé à 1000 litres, se répandait sur le sol et les vapeurs très inflammables de ce carburant rendaient la région explosive, d'où l'évacuation. Peu de dégâts donc, heureusement, mais des questions. Pourquoi un tel convoi traverse-t-il des petites villes? Pourquoi la fusée était-elle accompagnée de son carburant lors d'un transport terrestre? Tout cela sur fond de négociations sur le désarmement, de montée du pacifisme en Allemagne et aussi la veille d'un tir aux États-Unis du futur missile de ce genre, le Pershing II. Dans les Vosges, à Desvillers, il aurait fallu plus de 15 heures au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, arrivé hier soir sur les lieux, pour venir à bout du forcené qui s'était retranché chez lui avec un fusil de chasse et qui avait abattu un retraité et blessé 5 autres personnes. Le forcené a été abattu à son tour par un gendarme ce matin. Place au football maintenant, avec les matchs retour des Coupes d'Europe pour 3 clubs français. Pour Saint-Étienne, c'est terminé. Les Verts se sont fait écraser à Prague par les Bohemians cet après-midi, 4-0. 2 équipes françaises restent encore qualifiées. Paris Saint-Germain, qui en ce moment au Parc des Princes joue contre Swansea, et Bordeaux, qui a la lourde tâche de remonter 3 buts face aux Yougoslaves de Split. Ces 2 matchs ont commencé il y a moins d'une demi-heure. Le point avec Lionel Chamounot, mais d'abord les buts de la rencontre Saint-Étienne, les Bohemians de Prague. Et pour commencer, un document, la seule action véritablement dangereuse des Stéphanois qui jouent pour une fois en blanc. Giangini tire, Rousset ne peut négocier la balle relâchée par Rouchka. Voici maintenant la véritable physionomie du match. 29e minute, Zelenski trouve Nemes. Nemes qui semble hors jeu, mais M. Kazarine accorde le but 1-0. En seconde période, les Stéphanois coulent totalement. Les Tchécoslovaques en confiance s'amusent devant une défense bien statique. 58e minute, Prilovny 2-0. 3 minutes plus tard, sur ce corner de Bikovski, Prokech inscrit le 3e but. Enfin, le calvaire s'achève à la 77e minute par un autre but de la tête signé Michinek. Saint-Étienne et la Coupe d'Europe, c'est bien fini. Nous sommes maintenant à Bordeaux, mission... alors que nous passons directement... Non, nous sommes dans le cas à Bordeaux, une mission presque impossible pour les Bordelais qui ont remonté 3 buts contre les Yougoslaves d'Hajduk Split. Toutefois, les Bordelais ont ouvert la marque à la 23e minute par leur défenseur Rohr.
Je vous rappelle qu'à Bordeaux, ni Dieter Müller ni René Girard ne peuvent tenir leur place ce soir. Donc il faudra marquer encore 2 buts sans en encaisser un seul aux Girondins pour se qualifier face aux Yougoslaves de Split. Nous sommes maintenant donc au Parc des Princes où les Parisiens en rouge reçoivent les Gallois de Swansea. Et le Paris Saint-Germain a bien commencé cette rencontre puisque dès la 6e minute, les Parisiens ont ouvert la marque grâce à leur avant-centre Kist qui, après un beau travail de Toko, a donc battu le gardien de Swansea 1-0 donc pour les Parisiens après 25 minutes de jeu. Je vous rappelle qu'au match aller, les Parisiens s'étaient déjà imposés à Swansea par 1-0. Résumé complet de ces 3 matchs dans notre dernier journal vers 23h10. C'est maintenant le temps. Demain, Alain Gillot-Pétré, gare au rhume. Oui, comme le vôtre, Christine. C'est la même chose qu'hier. Des brouillards persistants. Regardez la photo satellite, on la retrouvera sans doute demain. Le temps sera également identique. Voilà, des brouillards sur le nord et le nord-est du pays, ainsi que sur le nord des Alpes. La carte maintenant, des brouillards partout, sauf sur la Méditerranée, le matin, des brouillards qui se dissiperont relativement vite au sud du pays, mais qui resteront au nord du pays. Peut-être quelques éclaircies sur le nord-ouest. Mais attention donc aux brouillards, surtout dans l'est. Les températures maintenant, sans changement par rapport à aujourd'hui, 12 minimum, 25 maximum à Biarritz. Il fait un temps magnifique à Biarritz en ce moment. Ça donne une moyenne nationale aux alentours de 15 degrés. C'est pas froid. Demain, jeudi 4 novembre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h43, couché 17h25, et c'est la Saint-Charles. Et on est prêts ce soir, Christine. Bravo. À 23h10, dernier journal, Jacques Merlino. Demain, antenne de midi, en présence du ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée.